Ok, comment ça marche? C'est parti. On y va. Je vais donc essayer de ne pas tomber et essayer de parler assez audiblement. Du coup, Audrey nous a quand même fait une présentation qui est assez claire des différentes définitions qu'on peut avoir de l'activité physique, de l'inactivité physique. Je vais éviter de rentrer dans ces définitions-là à nouveau. Et par contre, on m'a demandé, moi, de parler plus spécifiquement. Je vais avoir beaucoup de mal. La dernière fois, le tapis était beaucoup plus large. Oui, c'est pas... Là, le tapis est vraiment très petit. Et on l'a mis au minimum. Hein. C'est ça. Du coup, on m'a demandé plus de parler des comportements d'activité et surtout de voir comment est-ce que ces comportements d'activité-là peuvent avoir un impact tout au long de la vie. Très vaste sujet, et donc il a fallu faire des choix, et parfois j'ai essayé d'éviter de faire des raccourcis, mais en tout cas, n'hésitez pas s'il y a besoin d'aller plus loin. Alors, qu'est-ce que les comportements d'activité? Je pense qu'Audrey nous a présenté l'activité physique, le sport, l'inactivité. Finalement, là, moi, les comportements d'activité, ça va être toutes vos activités quotidiennes, tout ce que vous pouvez faire, et ça va de l'activité de loisir, de l'activité professionnelle, de l'activité physique et sportive au sens propre du terme, mais aussi les jeux, notamment chez les enfants. Nous, on va beaucoup parler des jeux, on va beaucoup parler de la sollicitation active des enfants, comment les faire bouger, et ça passe par les jeux, la balançoire, jouer dehors, jouer à la balle, etc. Mais aussi dans ces comportements quotidiens, on a malheureusement, et ça je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer les méfaits, vous avez eu une image assez déjà alarmante de la sédentarité. Cette sédentarité est notamment qu'on mesure la plupart du temps avec le temps passé assis et le temps passé devant un écran. Alors, pourquoi ça nous intéresse d'avoir un petit peu regroupé tout ça en comportements d'activité? C'est parce que les Canadiens qui sont, alors Audrey nous a parlé des Australiens, des Américains, chez les enfants, on a les Canadiens qui sont quand même de grands précurseurs sur l'activité physique, la sédentarité. Et le professeur Marc Tremblay d'Ottawa, lui, il avait proposé un continuum d'activités vers la fin des années 2000, allant du sommeil, des comportements sédentaires, jusqu'à l'activité physique de haute intensité et de haut volume. On a eu la chance avec lui de reprendre ce continuum et de parler un peu plus de physiologie, mais si ça vous intéresse, ce sont des données qu'on peut vous faire passer, mais toutes ces activités quotidiennes finalement font partie de ce continuum, et toute notre journée, on passe d'un type d'activité à une autre, d'une physiologie à une autre, d'une dépense d'énergie à une autre. Alors très rapidement, et je ne vais pas rester trop longtemps sur les recommandations, mais quelles sont les recommandations finalement d'activité? Alors vous pouvez en trouver plein, ça c'est sûr, vous pouvez trouver des recommandations divergentes, néanmoins, je vais vous présenter dans un premier temps celle de l'OMS. Et celles de l'OMS, elles disent quoi? Quand on a moins de 6 ans, il faut faire 3 heures d'activité quotidienne. Alors là, c'est pour ça que c'est important de parler de comportement d'activité. C'est de la sollicitation physique de ces enfants-là. C'est pas leur faire, comme Audrey nous l'a dit, de l'exercice physique, d'accord? On est bien sur le même point de vue de ce côté-là, c'est simplement les solliciter physiquement, jouer avec eux et les entraîner vers le mouvement, d'accord? 3 heures par jour. Et de 5 à 18 ans, on va dire 60 minutes par jour. Et là, il y a une petite notion d'intensité dans les recommandations qui dit qu'il faudrait être à une intensité au moins modérée, voire un petit peu intense. C'est quand vous commencez à plus pouvoir trop parler lorsque vous faites une activité. Vous voyez, là, je suis presque au modéré, je pense, vu ma condition physique, mais on va essayer de tenir le pas. Et du coup, ça, ce sont les recommandations qui nous sont données par l'OMS. Quand on regarde les résultats et les statistiques, puisque finalement c'est un peu de ça dont il est question aujourd'hui, quid de l'activité physique et du niveau d'activité physique chez les enfants, d'après l'ANSES, qui a sorti une enquête en 2017, on a un tiers des adolescents de 11 à 17 ans qui atteignent ces recommandations. Ça fait à peu près un quart chez les tout-petits, un tiers, et puis on monte jusqu'à près de 2 tiers après, vers la fin de l'adolescence. Ce sont des chiffres qui sont alarmant, mais pas complètement. On se dit quand même, on arrive à en mobiliser une partie. Par contre, il a fallu que je refasse ma présentation il y a 2 jours, puisqu'on a une étude internationale qui est la plus grosse, d'accord, avec 1,6 million d'enfants à travers le monde qui ont été approchés. Et lorsqu'on regarde ces résultats-là, c'est plus qu'alarmant. L'inactivité physique, c'est-à-dire le fait de ne pas atteindre les recommandations d'activité physique, au niveau mondial, touche près de 90% des enfants et des adolescents. Vous pouvez regarder, il n'y a pas vraiment de zone géographique pour lesquelles vous descendez en dessous de 75% d'inactivité physique. Leurs résultats sont plutôt intéressants et montrent que notamment c'est chez les filles, et on le verra tout à l'heure pourquoi, je ne sais pas, en tout cas on verra des exemples, c'est chez les filles que ceci est le plus préoccupant. Donc ça c'est une grosse étude qui est sortie la semaine dernière, qui a fait énormément le buzz dans le milieu de l'activité physique, et de l'inactivité bien entendu, notamment chez les enfants et les adolescents, évidemment c'est sorti dans l'ANSES, donc on comprend pourquoi. Alors quelques chiffres. En France, comme dans 50 pays à travers le monde, vous avez des report cards pour l'activité physique et la sédentarité des enfants. Et avec l'équipe du report card, le but c'est d'avoir quelques chiffres clés et de faire des statistiques tous les 2 ans pour émettre des recommandations, alors aussi bien aux familles
qu'aux associations, qu'aux collectivités et bien entendu au ministère, si tant est qu'on puisse être entendu. Et parmi les chiffres du dernier, alors pas du dernier, du report card de 2016-2017 que nous avions eu, ces chiffres me paraissent intéressants. Vous regardez, on a 50% des enfants et des adolescents qui, c'est autodéclaré bien entendu, font une activité physique en club, donc c'est-à-dire associative. Néanmoins, ça diminue avec l'âge, et on verra après, puisqu'on m'a demandé de parler de l'implication de l'activité physique chez le tout petit pour le reste de la vie. Néanmoins, cette implication en club, elle diminue avec l'âge, ce qui est préoccupant. Et des chiffres qui sont préoccupants, c'est que 40 à 60% des enfants et des adolescents admettent ne faire aucune activité en dehors de l'EPS, à l'école. Et on sait aussi que l'activité en EPS, lorsqu'ils ont 1 heure d'EPS, le temps effectif d'activité est loin d'être d'1 heure. D'accord? Donc on n'est toujours pas à nos 60 minutes par jour, loin de là. Mais surtout, vous avez une étude dans le nord de la France qui avait utilisé des accéléromètres sur un échantillon relativement conséquent d'enfants et d'adolescents, enfin surtout d'enfants, de 8 à 11 ans, et ils avaient montré que seuls 5 à 9% de ces enfants atteignaient les recommandations. Vous voyez, finalement, on retombe bien. C'était il y a quelques années, mais sur les chiffres que nous donne le papier du Lancet de la semaine dernière. Et ce qui est beaucoup plus préoccupant pour nous, physiologistes, c'est quand on regarde que sur les 40 dernières années, vous avez tous entendu parler de ce chiffre, les enfants ont perdu 25% de leur condition physique. On est encore à un étage supérieur. C'est la condition physique, c'est l'habileté de faire les tâches de la vie quotidienne sans douleur excessive, fatigue excessive, dépenses d'énergie excessive, etc. C'est ce qui nous permet de nous mouvoir au quotidien, d'accord ? Et 25% de cette condition physique a été perdue sur les 40 dernières années, ce qui est quand même relativement très inquiétant, et on verra après pourquoi. Alors ces recommandations, elles ont aussi des recommandations de manière intéressante pour le temps d'écran. On a maintenant, en plus de l'activité physique, des durées limites acceptables, entre guillemets, si tant est que cela puisse l'être, d'écran par jour. Maximum 1 heure chez les tout-petits et maximum 2 heures chez les adolescents. On rêve pas, on n'y est absolument pas. Pourtant, quand on regarde un petit peu les données qui sortent du report card 2018-2019, qui viennent de sortir, on voit qu'on a un tiers, en gros, des enfants et des adolescents qui respecteraient, attention, c'est de l'autodéclaré, d'accord, donc il faut remettre ça dans le contexte méthodologique de ces enquêtes. Certaines fois, ce sont les parents pour les tout-petits. Les parents ne vont pas vous dire « Oui, mon enfant a 4 ans, il passe 6 heures par jour devant la télé ». Il faut être assez lucide, personne ne vous le dira. Par contre, l'intérêt, ce n'est pas tellement le chiffre en lui-même, c'est qu'on regarde qu'avec l'âge, ça diminue. C'est-à-dire le respect de ces recommandations-là diminue, et le temps passé devant un écran est de plus en plus important avec l'âge qui augmente. Et ça, c'est préoccupant, puisque, on le verra tout à l'heure, et je pense que le tableau est assez clair, le niveau d'activité physique diminue avec le temps, avec l'âge. Et vous ajoutez à ça un niveau de sédentarité qui augmente avec le temps, avec l'âge. Je crois que les implications physiologiques vous ont été présentées juste avant, et que je n'ai pas besoin de revenir sur la situation relativement alarmante. Et cette sédentarité, il a été montré dans cette étude, qui est l'étude ICE-COLI, donc c'est 12 pays, plus de 8000 enfants. Et dans cette étude ICE-COLI, ils ont montré qu'effectivement, le temps passé à des activités modérées à intenses ou à des activités intenses était diminuer le risque d'obésité chez les enfants. En revanche, quand vous contrôlez pour ce niveau d'activité physique et que vous ne regardez que le niveau de sédentarité, eh bien la sédentarité, dans la plupart des pays, voire dans la quasi-totalité des pays qui sont dans cette étude, est un facteur qui augmente le risque d'obésité, même quand on contrôle pour le niveau d'activité physique. Je suis parfaitement en ligne avec ce que vient de vous dire Audrey. Et cette étude canadienne, qui est la Capacity Study, donc c'est beaucoup d'enfants à travers le Canada, dans cette étude, Jean-Philippe Chaput, ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé le risque de devenir obèse chez des enfants lorsqu'ils seront adolescents, ou d'avoir un surpoids, en fonction de leur atteinte ou non des recommandations d'activité physique, comme vous pouvez le voir en rouge, je ne me retourne pas, donc on va dire que c'est sur votre gauche, et en bleu, sur la non-atteinte des recommandations de sédentarité. Bien entendu, chaque fois, contrôlé soit pour la sédentarité, soit pour l'activité physique. Et on voit que, mine de rien, de manière indépendante, les deux conduisent très clairement à un risque supérieur de devenir en surpoids obèse, et bien entendu pour les complications métaboliques qui accompagnent cette pathologie. Alors on m'a demandé, même si j'ai mis un peu de temps à y arriver, on m'a demandé de vous parler, finalement, l'activité physique chez l'enfant. Quelle implication? C'est bien, mon enfant est actif, il est en bonne santé. Mais est-ce qu'il sera en bonne santé demain? Quelle va être l'implication de son niveau d'activité physique tout petit? C'est très bien de nous donner des recommandations, mais c'est bien de les attaquer le plus tôt possible. Alors attention, je tiens à vous dire tout de suite qu'il n'est jamais trop tard. Suite à ce que je viens de vous dire, c'est pas parce que tout petit vous n'étiez pas actif que vous dites maintenant c'est trop tard pour ma santé, c'est fichu. Non, on commence, il n'y a aucun problème dès la sortie de cette salle.
Et donc, on va regarder, est-ce que l'enfance et la petite enfance va avoir une implication sur la santé future et sur le niveau d'activité physique. Et puis, on m'a demandé rapidement, c'est pas forcément là où je pensais aller, mais j'ai trouvé ça ultra intéressant d'aller regarder aussi avant. Qu'est-ce qui se passe avant? Est-ce que finalement, quand on est en période de gestation, excusez-moi, principalement pour la maman, mais avant d'être en période de gestation, en préconception, et là j'ai mis l'image d'une jeune femme, mais c'est valable aussi pour les papas, on va le voir, est-ce que ça peut avoir un impact sur la santé, mais aussi le niveau d'activité physique future de mon enfant? Et je vais commencer par ça, et finalement, il y a une étude assez récente qui est sortie il y a 1 mois et demi, qui montre, je prendrai que 2 exemples, mais qui montre que, oui, plus les parents, les futurs parents, ont un niveau d'activité physique important, et plus il va y avoir des effets sur leur physiologie à eux, mais également des effets sur, vous voyez, l'épigénétique, des modifications qui vont s'opérer pendant la période de gestation, et plus on a de chances d'avoir un niveau d'activité physique, ou en tout cas un phénotype actif chez l'enfant. Alors bien entendu, il faut corriger tout ça par la culture. Si vous avez des parents très actifs avant la conception, il y a des chances qu'ils inculquent une culture de l'activité physique aux enfants. Néanmoins, des études sérieuses physiologiques montrent que le niveau d'activité physique préconception peut aussi avoir son intérêt, il faut le garder en tête. Alors pendant la gestation, bizarrement, il n'y a pas autant d'études que ça. On a beaucoup d'études qui montrent que le niveau d'activité physique pendant la gestation va avoir des effets sur le déroulement de la grossesse, de l'accouchement, le poids du bébé, le diabète gestationnel. Mais on a quelques études, comme celle que vous avez en dessous, je suis désolé si elle n'est pas très claire, encore une fois, je ne me retourne pas avec le pointeur, mais qui vous montrent que, si j'appuie, non, ça ne marche pas, donc je reviens, qui vous montre que finalement le niveau d'activité physique pendant la gestation va être associé à un plus faible niveau de masse grasse à 1 an et à 4 ans pour l'enfant. Donc vous voyez que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais que déjà avant la naissance de l'enfant, il y a réellement des implications sur la santé future de ce dernier, de par le niveau d'activité physique des parents, et notamment de la maman. Alors quid de l'activité physique quand on est tout petit? Qu'est-ce qui se passe un peu plus tard? Vous avez un modèle qui avait été proposé dans les années 80 par Malina et Bouchard, qui sont un peu les deux monstres sacrés de l'activité physique chez l'enfant dans les années 80 et sur la santé. Et puis on a eu la chance, il n'y a pas très longtemps, avec le professeur Chaput et Duclos, de reprendre ce modèle et d'y associer la sédentarité. Qu'est-ce que nous dit ce modèle? Il associe le fait que le niveau d'activité physique de l'enfant va évidemment avoir un impact sur son niveau de santé à l'âge où il est, c'est-à-dire enfant. Mais ça va aussi avoir un impact sur son niveau d'activité physique adulte et sur son niveau de santé adulte. Et on a rajouté, puisqu'on a vu que c'était indépendant, en tout cas les effets, la sédentarité. Est-ce que la sédentarité de l'enfant impacte sa santé directe? Je pense que la réponse est claire. Mais est-ce que ça va aussi impacter le niveau de sédentarité à l'âge adulte et la santé à l'âge adulte? C'est un modèle très théorique, mais par contre, la littérature vient quand même abonder en ce sens. On va commencer sur le niveau d'activité physique. Est-ce que le niveau d'activité physique de l'enfant influence le niveau d'activité physique à l'âge adulte? C'est un graphe que j'aime bien, qui a été édité par Emmanuel Van Praag, qui était professeur à Clermont-Ferrand, et qui montre très clairement l'implication de l'activité physique chez le tout petit. Encore une fois, je vous expliquais tout à l'heure, c'est la mobilisation physique, d'accord, la sollicitation physique chez le tout petit, et l'implication dans le temps. Plus on est petit, plus on va avoir des activités, la majorité de notre temps passé actif seront des activités intermittentes, d'accord? On n'a pas des enfants qui rentrent dans des activités continues. Des activités intermittentes et spontanées, alors que plus l'enfant va devenir adolescent, plus il va rentrer dans des activités continues et structurées. Là est le problème, c'est-à-dire que déjà on a un premier message, c'est qu'à l'adolescence, il faut que ce soit structuré, le PS, l'association, l'exercice physique, pour pouvoir être bénéfique pour le niveau d'activité physique. Alors que quand on est tout petit, c'est très spontané. D'accord? Mais ce qui est très important surtout, c'est que cette sollicitation, il faut savoir que le niveau d'activité physique, quand on est tout petit, en dessous de 3 ans, va déterminer le niveau de condition physique de l'enfant et notamment son niveau de coordination motrice, d'agilité, etc. Par contre, à l'adolescence, c'est l'inverse. Mon niveau d'activité physique est déterminé par ma coordination quand j'étais petit. Donc plus vous sollicitez vos enfants à 3-4 ans, plus ils vont avoir un niveau d'activité physique important, plus ils vont développer de la motricité, de la coordination, et plus ils ont des chances d'avoir un niveau d'activité physique important à l'adolescence. En gros, le message ici, c'est quoi? Développer l'agilité, solliciter l'enfant, qu'il puisse attraper des balles, sauter, passer des barrières, etc. tout petit, et vous agirez déjà pour favoriser un niveau d'activité physique important
lorsqu'il sera adolescent. Alors bien entendu, je ne vais pas rester longtemps, il y a des études qui montrent la participation sportive. Cette étude nous montre par exemple qu'un enfant qui va avoir 8 ans et qui est dans une association sportive a d'autant plus de chances d'être dans une association sportive et d'être actif lorsqu'il va être pendant l'adolescence. Évidemment, là, il n'y a pas trop de secret. Je vous parlais au début de la culture aussi de l'activité physique et je pense qu'il y a un rôle parental et familial qui est vraiment très important là-dedans. Et alors, quid? Là, on vient de voir quand je suis tout petit, est-ce que ça influence quand je suis adolescent? Mais qu'est-ce qui se passe quand je suis adolescent? Est-ce que ça a un effet à l'âge adulte? Et là, il y a peu d'études qui ont réussi à faire un tracking comme ça du niveau d'activité physique si longtemps. Et dans cette étude, il montre bien que les enfants et les adolescents, qui sont dans une association sportive, lorsqu'ils ont 11 ans, sont plus actifs lorsqu'ils sont adultes. Mais plus ils passent de temps dans cette association sportive durant leur adolescence, en nombre d'années, et plus le niveau d'activité physique lorsqu'ils seront adultes sera important. Donc vous voyez que l'engagement dans l'activité physique, quelle qu'elle soit, à l'enfance va déterminer mon activité physique à l'adolescence, et mon activité physique à l'adolescence va être associée à mon niveau d'activité physique à l'âge adulte. Mais dans ce modèle, de l'autre côté, on a cette fameuse sédentarité. Est-ce que mon niveau de sédentarité enfant va déterminer mon niveau de sédentarité adulte? Je n'ai trouvé qu'une seule étude qui nous montre très clairement que lorsque l'on a 10 ans, mon temps passé devant un écran est associé à mon niveau de sédentarité lorsque je serai adulte. Ici, c'est à l'âge moyen de 42 ans dans leur population. Donc en gros, les enfants qui passent beaucoup de temps devant un écran ont beaucoup plus de chances, quel que soit le modèle statistique que vous utilisez, d'avoir un temps d'écran bien trop important lorsqu'ils auront 42 ans. Alors ça, c'est activité physique de l'enfant sur activité physique de l'adulte, sédentarité de l'enfant sur sédentarité de l'adulte. Maintenant, la santé. Est-ce que mon activité physique, quand je suis enfant, impacte ma santé lorsque je suis adulte? Quand je parle de santé, je précise que je parle de santé physique, mentale, sociale, de bien-être. Je reprends la définition de l'OMS, on n'a rien inventé. Mais il est très important de voir que la santé, surtout quand vous parlez d'enfants, c'est tout ce conglomérat et ce n'est pas isolé puisque tout est interrelié. Très rapidement, sur la santé physique, et là je vais vous prendre la santé métabolique, ce qui est clair, c'est que quel que soit le niveau, ici ils ont pris le tour de taille par exemple, pour avoir un proxy de l'adiposité, quel que soit le niveau d'adiposité, plus mon enfant a une condition physique importante, plus mon enfant a un niveau d'activité physique important, et plus bas sont ses risques de développer, ou en tout cas de présenter, un syndrome métabolique à l'âge adulte. D'accord ? Quand on contrôle pour le niveau d'activité physique à l'âge adulte, c'est-à-dire que plus mon enfant a un niveau de condition et d'activité important, et mieux c'est pour prévenir l'apparition d'un syndrome métabolique à l'âge adulte. Donc oui, il y a des évidences qui nous lient le niveau d'activité physique enfant et la santé adulte. Et je vais passer sur l'autre versant de la santé, qui est la santé cognitive, intégration sociale. C'est un modèle que je trouve excessivement intéressant, puisqu'il résume un petit peu ce que je viens de vous dire finalement, sur le champ de... Alors il y a beaucoup marqué academic achievement. J'aime pas trop ce terme-là de réussite scolaire. Je préfère parler de santé cognitive, de faculté cognitive, parce que c'est pas que la réussite et la note scolaire, c'est aussi la flexibilité cognitive, la rapidité d'exécution, etc. Et c'est une intelligence très importante. Il n'y a pas que la note scolaire à considérer ici. Je pense que c'est important de le dire. Et dans ce modèle, qui est très compliqué, on va regarder juste deux petites choses. À l'âge de 5 ou 6 ans, 6 ans, pas mes lunettes, mais il me semble que c'est 6 ans. À l'âge de 6 ans, le niveau de condition physique, et vous vous rappelez ce que je vous disais tout à l'heure, le niveau d'habileté motrice, va être associé avec la performance cognitive de l'enfant à 6 ans. Plus il est habile, plus il a un niveau d'activité important, et plus il va avoir de performance cognitive à l'âge de 6 ans. Mais ce qui est très intéressant, c'est que je vous ai aussi dit que ce niveau d'habileté motrice va être lié à son niveau d'activité physique à l'adolescence. Et ça va être associé par l'intermédiaire de cet effet sur le niveau d'activité physique. Ce niveau de condition et d'activité à 6 ans va être aussi associé à la performance cognitive, ou en tout cas à la santé cognitive à l'adolescence. Donc vous voyez, c'est très important, il n'y a pas que le métabolique, que la composition corporelle. Et ça, bien entendu, c'est associé à quoi ? À l'intégration, à la professionnalisation, au bien-être social dont je vous parlais tout à l'heure. Donc finalement, l'activité physique, oui, a un effet sur le niveau d'activité plus tard. L'activité chez le tout petit a un effet sur le niveau d'activité plus tard, mais aussi sur la santé, qu'elle soit physique, métabolique ou cognitive.
Et alors très rapidement, pour finir, je pense que je ne suis pas vraiment dans les temps, je ne sais absolument pas où j'en suis. Mais 3 minutes 3 minutes, ça Oui, devrait le faire. temps pour les Je ne questions. vais pas pouvoir marcher beaucoup plus longtemps, donc on va le faire. Globalement, on est quand même dans un congrès de nutrition. Est-ce que l'activité physique, on sait que la nutrition chez l'enfant, vous en avez beaucoup entendu parler ici, a un impact sur la santé future de l'enfant. Mais finalement, est-ce que l'activité physique chez le tout petit peut venir jouer là-dedans? Et nous, on aime bien aujourd'hui parler d'alimentation par le scope de l'activité physique. Oui, l'activité physique peut modifier les choix, les comportements alimentaires, la satiété, etc. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est très préoccupant puisqu'on a une diminution du niveau d'activité physique, notamment en intensité modérée à intense. On a une augmentation de la sédentarité. Et si on reprend cette courbe proposée déjà dans les années 50 par Meyer et confirmée il n'y a pas très longtemps par l'équipe de Leeds avec Christine Beaulieu, si on reprend cette courbe, plus votre niveau d'activité physique est faible, c'est valable chez l'adulte, hein, bien entendu, ça nous concerne aussi. Plus notre niveau d'activité physique est faible, plus notre niveau de sédentarité est élevé, et plus je vais me retrouver dans une zone de non-régulation de mon alimentation. Je ne vais pas arriver à intégrer correctement mes signaux de satiété, contrôler correctement ma prise alimentaire, etc., etc. Aussi bien, et c'est ce que montre ce modèle qui avait été fait chez l'adulte dans les années 90, et qu'on a remis à jour chez l'enfant en rajoutant du neurocognitif, c'est ce que montre ce modèle qui montre que l'exercice physique, ici, on aurait très bien pu mettre les activités quotidiennes, sédentarité aussi, ils auraient eu des effets opposés, bien entendu, que nos activités et nos comportements quotidiens vont impacter notre comportement alimentaire, aussi bien par des voies physiologiques que neurocognitives. Et si ce modèle est très compliqué, j'ai juste pris une étude très simple qui vous montre que c'est encore l'étude Aiscoli, 8000 enfants, c'est quand même solide au niveau statistique, le modèle est bon, en tout cas on espère. Et globalement, ce que nous montre cette étude, c'est que plus les enfants respectent les recommandations, et là, j'aime bien parler des 24 heures, des recommandations de 24 heures. Maintenant, vous savez, on parle plus séparément de sommeil, de sédentarité, d'activité. On parle des 24 hours guidelines, c'est-à-dire que, est-ce que je respecte les recommandations en sommeil, en activité, en sédentarité, les trois, une des trois? Comment ça se passe? Et plus l'enfant respecte ses recommandations, les trois, et meilleure est son alimentation, c'est-à-dire qu'il présente un score d'alimentation saine le plus élevé. Et on le voit très bien sur la partie droite du graphe, vous voyez que en rouge, le gros point rouge, c'est quand ce sont les enfants qui respectent toutes les recommandations, sommeil, sédentarité, activité, et c'est ceux qui ont le score d'alimentation saine le plus élevé, contrairement, bien entendu, en miroir, de l'autre côté. Donc, en conclusion, malheureusement, le niveau d'activité physique diminue avec l'âge et avec le temps. Le niveau de sédentarité augmente avec l'âge et avec le temps. L'activité physique dès le plus jeune âge n'a pas des effets que sur la santé de l'enfant, mais va avoir des effets sur la santé totale tout au long de la vie. D'accord? Et il faut bien penser à la santé métabolique, sociale, mentale et physique, bien entendu. Et s'il vous plaît, considérez aussi que l'activité physique, la sédentarité, ce n'est pas qu'une question de dépense d'énergie et de mouvement, mais c'est aussi un très bon régulateur de notre homéostasie qui va nous permettre de mieux contrôler nos apports alimentaires, d'avoir de meilleures sensations alimentaires et donc d'optimiser notre balance énergétique pour avoir un rythme de vie le plus sain possible au sens général. Je vous indique juste des recommandations beaucoup plus détaillées par âge qui sont faites par le European Childhood Obesity Group. De toute façon, la présentation sera disponible, donc toutes les références le seront aussi. Et les report cards sur l'activité physique de l'enfant et de l'adolescent qui sont publiés tous les 2 ans, et donc le prochain sera pour l'année prochaine. Je vous remercie de votre attention. Merci.